Et voici un petit peu au cœur de notre thématique. Le président du cours de l'endocrinologie. Alors bonsoir, moi je vais faire un exercice qui est certainement pas facile puisque Christine Lemaire m'a demandé de faire quelques données de la littérature en 10 minutes. Donc je vous donnerai quelques flashs puisque en 10 minutes c'est peut-être pas si facile que ça. Il est 45 à 20 mètres. 45 à battement. Alors, l'idée, c'est de donner un petit peu, je dirais, quelques notions à partir d'études sur la microalbuminurie, parce que je pense qu'il faut toujours se poser la question, quand on veut faire des grandes campagnes de dépistage, finalement, est-ce que c'est utile et est-ce qu'on va rendre service à la population? Alors, quand on regarde un petit peu la définition de la microalbuminurie, finalement, il faut savoir que ces valeurs qui vont définir la microalbuminurie, elles ont finalement été acquises initialement dans une population de patients qui étaient diabétiques de type 1. Et c'est à partir finalement de cette population diabétique de type 1 qu'on a extrapolé ces valeurs à d'autres domaines possibles. Alors, juste la définition, c'est l'excrétion urinaire de l'albumine qui peut être faite soit sur des urines de 24 heures, soit sur un échantillon, on pourra en discuter, avec comme définition entre 30 et 300 mg, soit par 24 heures, soit par gramme de créatinine. Alors, les questions que je me suis posées quand Christine m'a demandé de réfléchir à ça, je me suis dit quel bénéfice on peut attendre du dépistage et du suivi de la microalbuminurie chez des patients qui sont à haut risque cardiovasculaire et rénal. Alors pourquoi? Parce que depuis que j'ai discuté avec Christine Lemaire et Christian Noël, je ne sais pas si la microalbuminurie c'est les cardiologues ou les néphrologues, je ne sais pas qui c'est. Mais c'est quelqu'un. Alors c'est peut-être les diabétologues, mais la question est ouverte. La deuxième question qu'on doit se poser finalement, est-ce qu'il y a un intérêt de coût-efficacité à utiliser la microalbuminurie dans le domaine de la prévention? Et je crois que ce qui est aussi important, c'est de bien faire la différence entre le patient diabétique, où il y a eu des recommandations, et les patients non diabétiques, notamment les patients hypertendus, parce qu'on peut aussi se poser la question de la microalbuminurie dans des populations qui ont des syndromes métaboliques, qui ont des hypertensions, le débat est ouvert. Alors, si on se concentre un petit peu sur le diabète, on sait depuis longtemps que finalement, il y a une association entre la microalbuminurie et les lésions rénales, que chez des patients initialement diabétiques de type 1 et après ça a été démontré chez des patients diabétiques de type 2, c'est un marqueur de risque rénal mais également cardiovasculaire et il y a même des études qui vont jusqu'à évoquer le marqueur de risque de mortalité. Et par ailleurs, on sait que quand on régresse, on a un impact thérapeutique sur la régression de la microalbuminurie, on va améliorer le pronostic cardiovasculaire et rénal. Et rien que cette notion peut être un élément très important pour justifier le dépistage. Alors, chez les diabétiques de type 2, notamment, il y a un double risque. On sait que Claire l'a dit, et je ne vais pas développer, mais nos patients diabétiques de type 2 meurent essentiellement d'accidents cardiovasculaires. Et qu'il y a aussi l'attente rénale, qui est un élément très important, et que finalement, si on est au dépistage de la microalbuminurie, on est dans un domaine à un stade précoce, puisque finalement, notre objectif, notamment à nous diabétologues, c'est d'éviter que nos patients diabétiques avec une microalbuminurie passent vers une protéinurie, vers une insuffisance rénale, qui sera l'insuffisance rénale terminale. Il ne faut pas oublier que finalement, dans les services d'hémodialyse, le nombre le plus important, c'est les patients diabétiques. Alors, si on regarde la microalbuminurie dans la littérature, est-ce que c'est une valeur prédictive? Alors, on sait qu'actuellement, c'est une valeur prédictive qui est intéressante, notamment pour dans les stades ultérieurs de la néphropathie, et ça, dans le diabète de type 1, il y a beaucoup d'études qu'on ne peut pas développer, mais qui ont un niveau de preuve suffisant. On sait également qu'il y a une bonne valeur prédictive, notamment dans la survenue des événements cardiovasculaires, et ça, c'est surtout dans le diabète de type 2. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a de multiples associations. La microalbuminurie peut être associée avec la rétinopathie diabétique. Elle est aussi associée avec la dysfonction diastolique du ventricule gauche, avec la dysfonction endothéliale, également avec l'hypertension artérielle, et sans oublier l'insulinorésistance, les anomalies lipidiques. Tout ça, on voit très bien qu'il y a dans la littérature, il y a beaucoup d'études qui ont montré ces associations, plus ou moins importantes, mais elles existent. Alors, la protéinurie, c'est un bon marqueur prédictif d'accident cardiovasculaire chez nos diabétiques, puisque vous voyez là un travail qui est assez ancien, qui avait montré que finalement, quand on avait une protéinurie inférieure à 150
300 et quand on était au-delà de 300, sur les courbes de survie, ça a un impact sur la mortalité cardiovasculaire. Et quand on regarde un petit peu en fonction du stade de microalbuminurie que vous avez par rapport aux accidents vasculaires cérébraux et événements coronariens, vous voyez bien que finalement ceux qui ont une protéinurie la plus importante vont avoir plus d'accidents vasculaires cérébraux et vont avoir plus d'événements coronariens, et que les patients chez qui finalement qui sont dans le groupe B entre 150 et 300 sont également à un stade intermédiaire. Alors, quand on regarde les recommandations de l'Alphédiam en diabétologie, ce qui est important, c'est les deux dernières lignes. Il est écrit que chez les patients qui ont un diabète de type 2, quel que soit l'âge, quelle que soit l'ancienneté du diabète et quel que soit le niveau de facteur de risque, mais qui ont une protéinurie, donc pas une microprotéinurie, mais une protéinurie supérieure à 300 mg par 24 heures, et également chez les patients diabétiques de type 2, quel que soit l'âge, l'ancienneté du diabète, mais qui ont une microalbuminurie avec au moins 2 facteurs de risque, parce que qu'est-ce qui est recommandé? C'est de faire un dépistage de l'ischémie myocardique silencieuse. Donc vous comprenez bien que pour nous, diabétologues, c'est également très important ce dépistage de la microalbuminurie, puisque finalement, dans notre stratégie de dépistage de l'ischémie myocardique silencieuse, c'est un élément important, puisque finalement, très souvent, les patients diabétiques meurent de pathologie cardiovasculaire, mais ne se plaignent souvent pas de l'infarctus, et c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment quelque chose de silencieux. Pourtant, ce qu'on peut dire, on est extrêmement déçus. On est extrêmement déçus parce qu'il y a une grosse étude, l'étude Entraide, qui a été faite à partir de réseaux avec 10 000 patients, et cette étude avait pour but, à partir des données des caisses primaires d'assurance maladie, d'évaluer exactement ce qui avait été fait pour les patients diabétiques, alors en termes de biologie, mais aussi en termes de traitement à visée antidiabético, si ces patients étaient sous bithérapie, trithérapie, en termes de traitement antihypertenseur et en termes de traitement notamment tout ce qui est concernant le métabolisme lipidique. Et vous voyez qu'on est Alors l'objectif de cette étude, c'était d'atteindre à la fin de l'année 2008 au moins 80% de ce qui était recommandé. Et vous voyez que finalement, quand on regarde quel est l'objectif qu'on a atteint entre 2001 et 2007, puisque cette étude a commencé à 2001, on a atteint l'objectif pour la créate, puisqu'effectivement on est à 80%. Par contre, on est loin d'avoir atteint les objectifs, notamment en ce qui concerne la microalbuminurie, puisqu'on était à 18% en 2001 et on est à 26% en 2007. Donc vous voyez largement insatisfait. Les résultats sont vraiment très décevants en termes de microalbuminurie. Heureusement, les patients, ils ont quand même au moins une hémoglobine glyquée dans l'année à 87% en 2001. Vous voyez qu'on a travaillé sur les profils lipidiques, puisque 72% ont au moins un bilan lipidique. Il y a encore des choses à faire. On parlera de la rétinopathie, puisque vous voyez qu'en ce qui concerne la rétinopathie, on n'a pas beaucoup bougé non plus, parce qu'on avait 43% en 2001 et on n'a que 45% en 2007. Donc l'objectif ce soir, c'est la microalbuminurie, mais on pourrait refaire une autre soirée avec l'objectif de la rétinopathie, parce que vous voyez qu'on n'a pas non plus atteint les objectifs qu'on s'était fixés, qui étaient au moins 80% des examens recommandés. Alors, la prise en charge thérapeutique, rassurez-vous, je ne vais pas faire toute la prise en charge de la microalbuminurie, mais il y a des grands principes. C'est le contrôle strict de la pression artérielle, l'amélioration du contrôle glycémique. On peut discuter les thérapeutiques, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les ARA2 ou les diurétiques thiazidiques qui ont un effet synergique, l'arrêt du tabac, mais ce qui me semble le plus important, c'est le contrôle de tous les facteurs de risque chez ces patients. Alors, contrôle de tous les facteurs de risque, pourquoi? Parce que quand on regarde un petit peu certaines études, notamment dans le cadre du diabète de type 1, c'est l'étude DCCT qui fait référence dans le diabète de type 1, vous voyez que cette étude a été évaluée initialement et puis 11 ans après, c'est l'étude EDIC. Et dans cette étude, c'était comparaison d'un traitement conventionnel à un traitement intensif. Et vous voyez que finalement, dans le DCCT, on avait, à la fin de cette étude, on avait un pourcentage significativement plus important de patients qui avaient une microalbuminurie comparé à si les patients étaient traités conventionnellement.